Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors auparavant je tiens à m'excuser, j'ai beaucoup pris de retard sur les vidéos, y compris sur la modernisation du Kirov. J'ai pas mal de trucs qui sont en train de se passer au niveau personnel, professionnel, enfin bon, je reviendrai sur tout ça à la rentrée. Mais que du positif, je vous rassure. Y compris avec un gros projet pour la chaîne qui est en cours de post-prod, je vous en dirai plus quand ça sortira. C'est pas tout de suite, hein. Mais ça demande aussi du temps et une nouvelle organisation, sans compter tout ce qui va arriver. Donc sur ce, sans plus attendre, voici la nouvelle vidéo sur l'aéronavale britannique, un petit peu comme j'ai fait avec les États-Unis sur l'organisation et la structure, et même chose pour la marine impériale japonaise. Bah là c'est la même chose, mais sur la Grande-Bretagne. Allez, c'est parti! Le 12 août 1915, le Flight Commander Charles Edmonds, aux commandes de son hydravion Short Admiralty type 184, basé sur le porte-hydravion Ben Mishri, torpille un bâtiment turc en mer de Marmara. La Grande-Bretagne est la première nation au monde à mettre en œuvre une composante aéronavale embarquée sur porte-avions au cours de la Première Guerre mondiale. Lancé à partir du croiseur de bataille transformé Furious, le raid sur les hangars à Zeppelin de Tandern sur la côte occidentale de la péninsule de Jutland le 19 juillet 1918 se compose de 7 Camp-Louis Camel qui détruisent les dirigeables L-54 et L-60. Ces coups d'éclat marquent les esprits et en 1918, la Royal Naval Air Service compte près de 3000 avions et 55 000 personnels, dont 5000 officiers. L'aviation navale bénéficie d'un soutien d'hommes tels que Churchill ou l'amiral Jellicoe. L'expérience acquise est alors considérable. Mais paradoxalement, 20 ans plus tard, la Grande-Bretagne se retrouve largement supplantée dans le domaine aéronaval par le Japon et les États-Unis. Alors, comment en est-on arrivé là? À partir de 1918, les marins aviateurs se sont vus rattachés à la nouvelle Royal Air Force, au sein de laquelle est créée la Fleet Air Arm, FAA, en 1921. La RAF est chapeautée par l'Air Ministry, qui est responsable des choix techniques concernant les appareils de la RAF et donc de la Royal Navy, au travers de la FAA. Rapidement, l'expérience acquise durant la guerre se dilue au gré des mutations et des évolutions de carrière. Tout aussi important, la Navy perd ses contacts privilégiés avec l'industrie aéronautique. Les préoccupations de l'Air Ministry et de la RAF sont tournées vers la défense aérienne de l'archipel britannique et du bombardement stratégique. Les appareils embarqués ne sont pas la priorité et les productions britanniques dans ce domaine ont des capacités largement inférieures à celles des avions basés à terre. Ceci sera particulièrement criant en 1939 et expliquera en grande partie le choix de se tourner rapidement vers des appareils américains pour équiper les porte-avions. Durant l'entre-deux-guerres, l'expérience au sein de la FAA est de plus en plus détenue par des officiers subalternes et des civils qui ne sont pas en mesure de mettre en place des stratégies à long terme. Dans les années 1920, la Royal Navy est incapable de présenter une étude sur le futur rôle du porte-avions, alors que Japonais et Américains mettent en place des structures de réflexion. Vers la fin des années 1930, quand les études doctrinales commenceront à s'ébaucher et que les marins aviateurs parviendront à investir la division aéronavale de l'amirauté, il sera trop tard. En 1918, malgré ses succès, l'aéronavale offre un faible retour d'expérience. En effet, la paix victorieuse et la baisse drastique des budgets n'entraînent pas de remise en cause des solutions existantes. Les Britanniques cherchent à capitaliser sur les enseignements des combats au sein du Post-Storm Question Committee, mais à la différence des sous-marins, l'aviation ne marque pas encore une rupture stratégique. Pour la flotte, l'avion est un élément des moyens régissant le combat des escadres de ligne, au même titre que les communications ou la télémétrie optique. L'établissement attend de voir. Toutefois, à cette époque, l'opposition entre le cuirassé et l'avion n'est pas un combat entre obscurantisme et vision d'avenir. Tout simplement parce que les performances de ces derniers en matière d'autonomie et de charge militaire sont trop faibles face aux Dreadnought et Super Dreadnought, qui font l'objet d'un véritable culte qui va bien au-delà des seuls cercles de la Royal Navy. L'amirauté préfère donc s'en remettre aux solutions éprouvées et fait preuve d'un certain attentisme qui se traduit par un retard croissant dans certains domaines, comme le développement des moteurs radio, des brins d'arrêt ou même des catapultes. Or, dans ces années, les progrès dans le domaine aéronautique sont extrêmement rapides. Parallèlement, par esprit de chapelle, l'amirauté souhaite se réapproprier la FAA et ne veut pas d'une mainmise de l'Air Ministry sur cette branche de son activité qui, malgré tout, semble promise à un bel avenir. Dans le même temps, elle n'entend pas voir se créer en son sein un État dans l'État, comme ce fut le cas avec le RNAS. Pour leur seigneurie, un marin aviateur est avant tout un marin, dont la carrière doit alterner le service aérien, mais aussi les affections purement navales. Ce rigorisme encourage nombre de membres de la FAA à se tourner vers la RAF,
Les marins aviateurs ayant rang d'officier supérieur sont très rares et il n'existe pas de lobby aérien influent au sein de la Royal Navy. Si les questions organisationnelles expliquent dans une large mesure le développement très lent de l'aéronautique navale embarquée britannique dans l'entre-deux-guerres, le déclin industriel de la Grande-Bretagne et l'état des finances de l'après-guerre favorisent également cette stagnation. Dans les années 1930, le lancement de la construction de l'Ark Royal, puis de la classe Illustrious, est reporté de plusieurs années. Pour les finances du royaume, le prix d'un porte-avions moderne, entre 2 et 4 millions de livres entre 1930 et 1937, fait débat. Le porte-avions est un bâtiment particulièrement onéreux à construire, presque autant qu'un cuirassé, le capital ship d'une flotte moderne. De plus, les avions qui l'équipent sont eux aussi coûteux et particulièrement fragiles. On casse beaucoup de bois à l'époque dans l'aéronaval embarqué. Enfin, à côté des porte-avions d'escadre destinés à accompagner la flotte, la Navy a identifié un autre besoin, la protection de ses voies maritimes. Et là encore, l'idée d'y développer des Trade Protection Carriers fait son chemin. Face à ces projets onéreux, le département du Trésor a beau jeu d'argumenter sur le fait que disposant déjà de 6 porte-avions, à savoir l'Argus, le Furious, l'Hermès, l'Eagle, le Courageous et le Glorious, la Navy n'a besoin d'en construire 4 de plus, en oubliant d'ailleurs le fait que les bâtiments existants sont anciens ou trop petits. Ainsi, l'Hermès, premier bâtiment au monde réellement conçu comme un porte-avions, est totalement obsolète en 1939, souvent issus de conversions et que leurs capacités aéronautiques sont inférieures de beaucoup aux dernières productions américaines et japonaises. Bien entendu, dans ce débat, l'échiquier dispose d'un allié objectif, l'Air Ministry. Ainsi, il se passe près de 4 ans entre la décision de financer le nouveau porte-avions Ark Royal en 1933, dont les études ont débuté en 1930, et son lancement en avril 1937. Il est mis en service en décembre 1938. Les Illustrious ne sont commandés qu'à partir de 1937 et les projets de porte-avions d'escorte ont été purement et simplement différés sous autre forme de procès. Mais la principale innovation britannique dans le domaine de la conception des porte-avions est celle du pont blindé. Cette protection semble nécessaire en mer du Nord et surtout en Méditerranée, où la quasi-totalité de l'espace maritime se trouve dans le rayon d'action de l'aviation basée à terre. La Royal Navy souhaite des bâtiments, non seulement capables de survivre à un bombardement, mais également en mesure de continuer à mettre en œuvre leurs avions, malgré les dommages de combat. Ce concept n'est pas sans inconvénient, comme on va le voir. En termes de doctrine, jusqu'en 1942-1943, il est de réflexion courante au sein de la Royal Navy de penser que l'avion ne peut pas couler un cuirassé moderne. Le seul prédateur du cuirassé demeure le cuirassé. Pour les amiraux britanniques, même pour quelqu'un comme Andrew B. Cunningham, le raid de Tarente reste un contexte de contre-exemple, les cuirassés italiens ayant été surpris au mouillage. Ainsi, la première mission de l'aéronaval est de ralentir l'ennemi. Le credo de la FAA en 1940 est « Find, Fix, Strike ». Trouver l'ennemi, le pister, l'attaquer et le ralentir pour permettre au cuirassé de l'achever. On retrouve là l'illustration parfaite des scénarios de la bataille de Mataban et de la traque du Bismarck. C'est pourquoi, au sein de la Royal Navy, comme de la marine impériale japonaise, l'arme de prédilection de l'aéronaval est la torpille, seule arme capable de contourner la protection des cuirassés, alors que pour le US Navy, la primauté va être donnée aux bombardiers en piqué et la bombe de 454 kg tueuse de porte-avions. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à nous, nous revenons en septembre à la rentrée, donc on marque un mois de pause pour profiter un petit peu évidemment des vacances, faire de nouvelles vidéos, et à la rentrée on vous parlera des nouveaux projets qu'il y a en cours, et de pas mal de changements par la même occasion. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, et je vous dis à ciao, bonsoir.